Laissez passer un pauvre renard et un vieux chat aveugle. Je m'appelle Pinocchio. Et où te diriges-tu si gaiement, mon jeune ami? Vous avez entendu? Il a dit que j'étais son ami. Je fais route vers la ville pour aller à l'école. Nous pouvons y aller par ici. Venez, vous n'avez qu'à nous suivre. Venez, mes amis, suivez-nous. Vous avez entendu? Ce sont nos amis. Tout va bien se passer. « 10 ans, 13 ans, 15 ans. C'est perturbant comme âge. Tu sens que tu grandis, t'as soif de liberté. Plus tout à fait enfant, mais pas encore adulte. Tu veux plus d'amis, plus de prétendants. Et ceux de l'école sont pas assez matures à ton goût. Et puis, les aborder, c'est risquer de se faire remballer en public. Et pourquoi ne pas faire comme les grands ? Aujourd'hui, ils sont tous sur les sites de rencontres. C'est plus simple, plus rapide, et il y a moins de risques pour ton ego. Et on peut compter sur la vénalité des adultes, censés nous protéger, pour faire de notre désert sentimental un business très lucratif. Moi aussi, j'y suis allée sur ces plateformes. Et il y a l'embarras du choix pour les jeunes. Yubo, Befriend, Rencontre Ado. Rencontre Ado, c'est un peu une référence. La plateforme se vante d'être le meilleur site de rencontre pour les adolescents. En quelques secondes, ton profil est paramétré. Lina, 14 ans, collégienne. Ici, la pièce d'identité n'est pas demandée. Tu peux te rajouter 2 ou 3 années de plus, ou 30 années de moins. Dans cette fosse aux lions, les prédateurs sont humains. En quelques secondes, les premières notifications apparaissent. Une fois les banalités passées, les masques tombent. C'est intrusif, insistant, gênant. Visiblement, la norme ici est de demander des photos de nus. Des faveurs sexuelles, même si le profil est celui d'une mineure. Ils sont même prêts à te payer pour ça. Marc, c'est le profil du garçon qui veut aller plus loin. En zoomant sur sa photo de profil, il est clair qu'il n'est pas mineur. Son profil apparaît sur le site Copain d'avant. Marc a 52 ans. Que fait un monsieur de l'âge de mon père sur un site pour ados ? A-t-il le droit de demander des nus à une mineure de 15 ans ? Le fait de solliciter d'inciter le mineur à des thématiques sexuelles, c'est une infraction pénale, c'est un délit. C'est un délit pénal, c'est très grave. Et le fait de le suborner, de l'amener vers cette thématique, peut le faire condamner lourdement. Pourquoi il y a une peine pénale sur un mineur, sur l'agissement, sur ce genre d'agissement sur un mineur? Pourquoi? On considère que l'acte sexuel, c'est un long raisonnement, hein. On considère que l'acte sexuel ne peut pas avoir lieu pour un mineur de 15 ans. En dessous de 15 ans, on considère, de façon absolument claire, que l'enfant n'a pas son mot à dire, il ne peut pas donner son consentement, et que tout acte qui l'amènerait sur cette voie, sur une incitation. Au-delà des interactions en ligne, jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Comment combler leur frénésie pédocriminelle quand les messages et les photos ne suffisent pas ? Sur la plateforme coco.gg, nous aurons la réponse. Et là encore, aucun contrôle.
Les enfants arrivent à jouer parce qu'ils maîtrisent mieux Internet, ils arrivent même à trouver les codes ou autres, et ils rigolent même de ça, de comment ils arrivent à déjouer les tentatives de mise en place sécuritaire des parents. En quelques clics, les sollicitations croulent. Toujours des adultes. Qu'importe nos 15 ans, c'est suffisant. Des dizaines de dick pics plus tard, cet insidieux basculement du numérique au physique. Le profil d'Émile, Hmur78, se démarque. Il s'avère être une oreille attentive aux problèmes d'ados, allant des disputes au collège, en passant par les relations parfois conflictuelles avec les parents. Ces personnes-là qui agressent, c'est redoutable. Parce qu'ils font les gentils, ils sont aimables, ils sont agréables, et puis après, ils agressent. Mais c'est vraiment l'intention, ils font ça avec l'intention sexuelle d'agresser. Et on n'a pas en France, dans la législation française, n'est pas suffisante, parce que ce qui est décrit, c'est la personne qui brutalement agresse. Il y a ces formes-là. Et en particulier, ces formes-là sont connues. L'agresseur va immédiatement agresser une personne qu'elle a repérée. Mais le pire, c'est quand ils font les gentils, quand ils commencent à faire les amis, les amoureux, et qu'ensuite ils agressent parce qu'ils deviennent brutaux après. Mais la culpabilité de la personne est terrible. Déjà, quand il y a une agression brutale, l'enfant se sent tout le temps coupable. L'enfant, quand je dis l'enfant, c'est l'enfant de 0 à 18 ans. C'est quel que soit l'âge, l'enfant se sent coupable, il se sent honteux. Et d'ailleurs, c'est l'agresseur qui s'arrange pour dire toujours des mots pour culpabiliser. C'est une manière de les faire taire. Les échanges passent du site Coco à Snap, puis au McDonald's de Cergy. Ça y est, le rendez-vous est fixé. Mais comment se reconnaître ? Le quinquagénaire propose un signe distinctif. Une peluche de Pinocchio. C'est donc comme ça que ça se passe. En quelques jours, votre adolescent tranquillement posé dans l'enceinte sécurisée de sa chambre se retrouve à partager un Big Mac avec un pédocriminel. Combien ça vient? Il n'y a pas un peu tard. C'est bon, c'est pour ça? Bien sûr, oui. Ok, merci. Je vais au McDo, c'est à côté de mon collège. Oui, d'accord. Bah oui, c'est à côté. Et tu es sur quel collège? Moi, je suis à Saint-Philippe, tu connais? Pas du tout. C'est à Cergy. Ça fait que 20 ans que je suis dans le coin. Et t'es venu tout seul? Non, je suis en famille. Hein. Et t'as déjà eu des enfants ou pas? Oui, j'en ai eu tout hein. Ah, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. C'est la première que je rencontre, à dire une chatte comme Coco et Snap. Hein. Ah, ok, d'accord. Tu vois, Okay. tous les autres, c'était... avant, c'était dans la vraie vie. Hein. Moi, j'ai trop envie de déménager, moi. Ah, tu veux déménager vers où? Mais je peux pas, là, je vais encore chez mes parents. Quand j'étais jeune, j'étais ma majeure. J'ai envie de partir. Je vais partir, je sais pas moi, à Dubaï. Non, mais franchement, toi, tu n'es pas là. Merci beaucoup. Toi, tu peux t'entretenir avec moi. J'avais pas pensé jamais cru Ah que... bon? Oui, mais à ton âge, normalement, les gens sont un peu timides et pas intéressés. Juste dans leur truc. Toi, tu es vraiment ouverte à tout. On peut discuter avec toi de n'importe quoi. C'est vrai, on me dit tout le temps ça. On me dit que je suis gentille. Oui, c'est vrai. Je confirme. Je confirme 100%. Hein. Oui, c'est vrai. Et en plus, tu es mignon comme toi. Toi aussi, t'es gentille. Ma mère, elle va m'appeler là. C'était les urgences chez moi. Parce que je crois que ma mère, elle me tuait, je crois, avec Je ne pas voir, je pourrais même te déposer là-haut. Hein. Ah, non, en vrai, je crois que je vais y aller. Seule. Parce que sinon, ma mère, des fois, elle traîne ici. Du coup, je vais y aller. Elle va me tuer. Bah, vas-y. Hein. Ah non, elle va pas te tuer. Si, je te jure, ma mère, elle est trop dure. J'espère pas. Hein. Bah oui. Je connais ma mère, comment elle est trop dure. Elle traîne toujours à côté, je crois que je l'ai vue. Je te jure, je crois que je l'ai vue, ma mère. Elle était là-bas. Elle traîne des fois en voiture. Ah, tu veux aller où maintenant? Je vais choquer.
Je sais pas, mais elle était à côté. Je l'ai vu, je te jure. Mais en fait, ma mère, je la connais, elle va me tuer si elle sait, parce qu'elle sait que je vais sécher. Du coup, elle va grave me Pourquoi tuer. tu veux qu'elle se tue hein? Non, t'inquiète. Mais du coup, bah, je vais aller. Bye bye. Bon, Vas-y. on Bon se courage. recontacte ou pas? Vas-y, on se recontacte. Bah oui, sur. bah avec plaisir. hein. Vas-y. Oui. Tu veux nous dire au revoir hein? Bah oui, bien sûr, je vais dire au revoir. Au revoir, Pourquoi? salut. Vas-y, salut. Émile est ingénieur et père de famille. Le gendre idéal en soi. Le numérique, ça n'est que la porte d'entrée, hein. Ça n'est que le premier pas. Après, c'est bien physique, on n'est pas en train... C'est pas que je veux dire, c'est pas que des photos ou des nus qui traînent sur des photos ou des vidéos qui traînent sur le net, c'est pas ça, hein. Après, on va vouloir vous voir en personne, après, on va vous payer ceci, on va vous faire croire cela, et puis il suffit d'une rencontre et après, c'est terminé. Nous en avons la preuve. Les sites de rencontres pour ados sont des repères de pédocriminels. Ils n'attendent plus devant les écoles, armés de bonbons pour alpaguer les jeunes. Ils se terrent désormais sur ces plateformes. Quand il est question de pédocriminalité, comment ne pas évoquer les réseaux sociaux type Snapchat, utilisés quotidiennement par plus de 450 millions de personnes? Les pédocriminels peuvent y faire leur marché pour trouver leur proie. En mars, un père de famille a été condamné à 17 ans de prison pour avoir incité 16 adolescentes à avoir des relations sexuelles en ligne. Ce n'est pas un cas isolé. Inès l'a aussi vécu. Alors cette histoire a commencé quand j'avais 14 ans. J'ai créé un compte Snap où j'ajoutais des personnes. C'était une période où je me sentais très seule. Et sur ce compte, j'ai commencé à recevoir des photos et des vidéos. C'était pas juste des discussions avec des personnes, des parties intimes. Et quand on a commencé à me le demander, j'avais pas mesuré les risques, donc j'ai aussi envoyé des photos par la suite. C'était après les photos qu'ils m'ont demandé mon âge et ils ont dit que c'était pas grave. Et ce compte-là a été piraté. Ces enfants-là qui recherchent des personnes plus âgées vont peut-être, parce qu'elles ont un manque au sein de leur famille ou qu'elles se sentent en confiance, parce que justement quelqu'un va les mettre en confiance et va abuser justement de son âge en comprenant qu'ils ont besoin d'affection. Ils recherchent de l'affection. Et c'est dans leur attente d'affection, elles se mettent à l'aise. Elles croient que c'est simplement de l'affection, de la tendresse. Et puis progressivement, et c'est ça qui est une stratégie redoutable, il y a un passage à l'acte, si vous voulez, il y a un glissement qui, à partir de relations d'affection, tendresse, de pseudo-amitié chaleureuse, il y a à ce moment-là une agression sexuelle. Elle n'est pas brutale, elle est progressive. Discuter, envoyer des photos sur les réseaux sociaux n'est pas sans danger. Internet a une mémoire. Les photos, les vidéos ne disparaissent jamais vraiment. Au-delà d'une consommation personnelle de contenu par des pédocriminels, les images de ces jeunes peuvent être vendues, car il y a un marché de la pédopornographie. Ces contenus sont récupérés par le piratage de comptes ou à travers des captures d'écran. Les prix sont fixés et le macabre business est lancé. L'exploitation sexualisante des corps juvéniles se monétise. Sur la plateforme Telegram, où la modération est inexistante, des dizaines de groupes proposent la vente de photos, de vidéos, mais aussi l'adresse et les coordonnées personnelles de mineurs. Les membres savent qui tu es, où tu habites, de quoi te faire chanter. Soit tu en envoies plus, soit les photos sont envoyées à tes proches. Le cercle vicieux de la sextorsion est bien ficelé. Comment expliquer la présence de ces groupes? Tapis dans l'ombre, des cyber-héros. Leur mission, intégrer les groupes, en dénoncer les membres et les pulvériser de l'intérieur. Codeur est l'un d'entre eux.
Les hackers savent qu'aujourd'hui, dans 60-70% des téléphones des gamines, il y a des photos d'elles en sous-vêtements, des photos d'elles intimes, et c'est par là qu'ils vont rentrer. Ils vont récupérer les accès téléphone, ils vont récupérer les accès sur leur compte, Snapchat, etc., par des logiciels malveillants, et à partir de ça, ils vont accéder à tout le contenu. Et si malheureusement il n'y a pas le contenu qu'ils veulent, ils vont utiliser des petits secrets qu'il y a dans vos téléphones pour vous faire chanter. Une fois qu'ils ont ces données, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les vendre. Ils vont les vendre une partie au plus offrant, par ce qu'on appelle des grossistes, finalement. Donc ce sont des hébergeurs qui créent des sortes de gros dossiers de photos et qui vont vendre en fait à la chaîne. On peut acheter des vidéos, on peut acheter des identités, parce que ça c'est le domaine de compétence par excellence des hackers. On peut acheter le numéro de téléphone, le numéro des parents, l'adresse, l'établissement. On peut même acheter les copines parfois, parce qu'après avoir fait chanter la gamine, on fait chanter les copines. Si tu nous fais pas telle photo, on va publier toutes les photos de ta copine. Des pédocriminels en liberté, des grossistes en pédopornographie qui s'enrichissent. Et les enfants dans tout ça. Qui s'en soucie ? Février 2024, un homme marche, de ville en ville. Parti d'Albi, il a pour destination Bruxelles. Il dédie chacun de ses pas à la lutte contre la pédocriminalité. Farid en a fait son combat. En soi, ce n'est pas la marche qui a été importante, c'était vraiment le côté, moi ce qui me tenait à cœur, c'était de pouvoir donner la parole aux victimes. Pour moi, les victimes sont les vrais héros de la Grande Marche contre la pédocriminalité. Donc j'avais ce côté original d'organiser, dès le départ de l'étape jusqu'à l'arrivée, des lives sur les réseaux sociaux. La plus jeune victime qui a parlé avait 16 ans, venait d'avoir 16 ans, pardon, et elle était avec sa maman. D'abord, c'est sa maman qui est venue à plusieurs reprises, sa maman qui s'appelle Lydia, et la petite victime qui s'est fait agresser sexuellement, violer à 14 ans par un adulte de 28 ans. Et donc, elle a... Pour moi, c'est vraiment une vraie combattante, cette petite, parce qu'elle a pris la parole, elle a décidé sur les lives de venir avec l'autorisation naturellement de sa mère, venir sur les lives avec la caméra pour parler à visage découvert en disant « la honte doit changer le camp, je suis une victime mais je préfère me présenter comme ex-victime parce que celui qui doit avoir honte, c'est l'agresseur ». Et c'était ça moi aussi qui m'intéressait, c'était effectivement que le maître mot, ce soit la peur doit changer de camp. Comme Farid, la société civile s'organise dans des associations de lutte contre les cyberviolences, le cyberharcèlement ou encore les violences faites aux enfants. Leur mission se diversifie entre accompagnement de situations et prévention du grand public. Nous faisons beaucoup d'interventions, plus de 300 par an. Et sur l'ensemble des sujets qui brossent un petit peu les problématiques que connaissent tous les jeunes, l'impact il est un petit peu important parce que comme l'indique le mot prévention, ça leur permet de les prévenir des dangers. Notamment, on a affaire à un fléau qui est leur mauvaise utilisation d'Internet sur lequel on insiste beaucoup et qui font qu'ils se retrouvent exposés et très souvent sans s'en rendre compte à des dangers qui les dépassent et à des pièges dont ils ont du mal à s'en sortir par la suite. On les met en garde contre toutes les plateformes parce que l'on voit que dès l'âge de 8 ans, parce que je fais aussi des interventions, même des classes de CE2 où j'ai eu des témoignages qui faisaient froid dans le dos, vous avez des jeunes qui ouvrent des comptes et qui vont écrire qu'ils ont par exemple 16 ans. Voilà. Et c'est très compliqué, et qui vont dire que lorsqu'ils ont la possibilité d'échanger via des messages vocaux, qu'ils ont un problème au niveau de la voix, qu'ils sont malades ou autres, et le pire c'est que ça passe. Donc est-ce que les personnes qui écoutent font semblant parce qu'elles savent qu'elles ont affaire à des victimes potentielles? Donc oui, il est très important de faire de la prévention, mais j'aimerais dire un truc si vous me le permettez. Je suis effaré par le retard des pouvoirs publics. J'ai pu parler avec un certain nombre d'élus quand on leur parle justement de la prolifération de cette pédocriminalité, de la prolifération des réseaux de prostitution des mineurs. Tous les élus savent que ça existe, tous les élus ont vu 1 ou 2 reportages, mais ça ne se passe jamais sur leur territoire. Des voix s'élèvent également dans la sphère médiatique. Il est adoré par les uns et détesté par les autres. Lui, c'est Karl Zero, qui a fait de la lutte contre la pédocriminalité son principal sujet de travail. En parler, ne pas lâcher,
2, agir auprès des pouvoirs publics. Pas facile. Certains députés sont bien, certains sénateurs sont bien, d'autres sont... bon, jetons le manteau de Noé. Essayer de changer les lois. Je doute qu'on y arrive avec le président actuel. Donc, réseaux sociaux, Internet, gueuler, manifester, des actions précises, concrètes, et aller à la base, c'est ce que je fais au travers de l'association Justice pour l'enfance, être à la base, recevoir les témoignages, et ensuite porter les plaintes jusqu'au bout. Ils savent qu'ils sont protégés d'une certaine façon. Protégés pourquoi ? Parce que bien souvent... les mecs qui font ça, alors il y a toutes les couches sociales, hein. Il y a vraiment de tout. Je t'ai parlé du cantonnier, tu vois, il a été cantonnier. T'as des mecs de la haute aussi. Voilà, c'est bien souvent, ils savent des trucs les uns sur les autres, ils se tiennent, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc, au nom de ça, se sachant protégés d'une certaine façon, il y a l'impunité. Si on fait comprendre que l'impunité c'est fini, qu'ils vont prendre des vraies peines et qu'ils vont avoir des vrais problèmes, ils vont peut-être se calmer un petit peu. Voilà. Mais comment en est-on arrivé là ? Les associations doivent-elles pallier au manquement de l'État en matière de pédocriminalité et de cyberharcèlement ? En 2022, seuls 3% des actes de cyberviolence ont pu faire l'objet d'une plainte suivie de poursuites. De quoi dissuader les victimes de porter plainte. L'État français ne met pas assez de moyens sur ces sujets-là, parce que de manière globale, on pourrait dire que 80% des effectifs de la police sont au service de ce qu'on appelle la protection des biens. L'anticambriolage, les stupes, les manifestations, etc., etc. Il n'y en a que 20% en réalité qui s'occupent des violences faites aux personnes. Et ça, c'est des violences faites aux personnes dans leur ensemble. Donc ça veut dire que les mineurs là-dedans sont encore une proportion moindre que ces 20%. Et moi, je pense que si effectivement les enfants étaient vraiment une priorité de ce gouvernement, il y aurait beaucoup plus de policiers qui seraient mis, qui seraient mis dans ces services-là pour avancer sur ces sujets-là. Cet accès pour les pédophiles par les réseaux, cet accès à vos enfants, ça, je l'avais moi-même, étant policière et étant dans ce milieu-là, j'en avais pas forcément conscience, sauf que le temps faisant, les applications se développent, se multiplient, se démocratisent. Forcément, la jeunesse le prend parce que ça a plein d'attraits. Et puis, les parents entendent vaguement parler de TikTok, de Snapchat, de ce genre de choses-là, et ne se rendent pas forcément compte, justement, de ce qui s'y passe et de la manière dont leurs enfants peuvent être attrapés et ensuite se retrouver dans des situations bien évidemment extrêmement compliquées avec des menaces, avec du chantage, avec tout un certain nombre de moyens pour pouvoir obtenir de vos enfants soit des photos, soit des nus. On ne peut plus fermer les yeux parce qu'il y a des jeunes qui se suicident. Aujourd'hui, est-ce que je suis en collaboration avec les autorités ? Oui. Oui, je suis en collaboration avec eux. Maintenant, je leur jetterai jamais la pierre de dire ils font pas assez ou ils produisent pas assez parce qu'ils produisent avec les moyens qu'ils ont. Ça veut dire que 80% du temps, ils ont des affaires qui tombent à l'eau parce que y a la justice qui préfère aller prendre un serial killer, qui préfère prendre un trafiquant de drogue. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un trafiquant de drogue que d'avoir un pédophile. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre à ces policiers ou à ces gendarmes parce qu'ils font un boulot qui est très compliqué. Un boulot que moi-même j'ai pas envie de faire. Parce que c'est... Ils voient des affaires, ils les démontent jusqu'au bout. Moi j'en démonte et j'en suis content parce que je sais où j'en suis arrivé. Je sais que ça va finir probablement dans une procédure. Eux, parfois, ils vont faire toute la procédure et puis ça va pas sortir. Ça va pas aller en justice. Parce que la justice, finalement, elle est à deux vitesses. Il y a vraiment un plafond de verre à faire péter. Et c'est un combat long et difficile. Mais en tout cas, moi je lâcherai pas. Et il y a plein de gens qui sont à mes côtés, qui font chacun, tous, dans leur coin. Tu vois, on est une armée, mais on n'est pas encore unis. Mais on est une armée. Les gens se rendent compte. Après, toujours pareil. En haut lieu et dans les médias, ils font comme si de rien n'était. Mais non, vous êtes complotistes, vous êtes fous. On n'est pas du tout complotistes. Pas du tout. Pas une seconde. On parle d'une réalité tangible. Un enfant qui se fait abuser, c'est une réalité tangible. C'est pas un délire que la Terre est plate.
Responsabilité de l'État, c'est certain. Responsabilité des plateformes, sans aucun doute. Mais face à la recrudescence des actes de cyberpédocriminalité, une autre responsabilité est pointée du doigt. Je veux revenir sur quelque chose qui me frappe ces dernières années, c'est de penser qu'un adolescent a une vie privée. Un adolescent est un mineur. Donc les parents ont le droit de fouiller dans le téléphone, de chercher quelque chose dans la chambre si jamais il y a des stupéfiants par exemple. Je crois qu'on Ils doivent se mêler plus de la vie de leurs enfants. Ils doivent s'occuper plus, non mais non seulement se mêler plus, et pour les protéger. Fouiller dans les téléphones, violer l'intimité de ses enfants, serait-ce la solution ? Il y a un atelier qu'on appelle les symptômes de la génération TikTok, où on brosse un petit peu l'utilisation d'Internet des jeunes et on voit qu'effectivement, dès 10 ans, les téléphones portables, et certains ont des téléphones portables depuis 2-3 ans déjà, avec des comptes ouverts sur Instagram, Snapchat, TikTok, de l'accès à du contenu interdit aux moins de 18 ans. Et j'ai même eu une jeune fille qui m'a parlé carrément qu'elle avait pu voir une vidéo de viol déjà, à l'âge de 10 ans. Donc on peut se demander où sont les parents. Et aussi, il y a d'autres jeunes qui savent se jouer parce que la prolifération d'Internet a malheureusement exacerbé les fractures générationnelles. Les parents, c'est très important. Avant, j'étais la première à dire qu'il ne fallait pas remettre ça sur c'était pas la responsabilité des parents. J'avais beaucoup ce discours-là. Mais si on avait eu des parents qui étaient à l'écoute ou qui avaient un suivi assez renforcé, peut-être qu'elles n'en seraient pas là. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire aux parents que le travail se fait en amont, c'est-à-dire quand les jeunes filles sont encore à l'école. Ça ne se fait pas quand les jeunes filles ont décroché l'école. Parce que souvent, on s'alerte quand l'enfant a décroché l'école. Ce n'est pas quand l'enfant a décroché l'école. C'est quand l'enfant est encore à l'école qu'il faut vérifier, qu'il faut regarder s'il n'y a pas de manquement, si la personne ne manque de rien. Il faut tout simplement être à l'écoute. Pour les parents, je dirais qu'il y a 2 choses à faire. La première chose, c'est que vous y intéressez à vos enfants. Parce qu'il y en a combien finalement qui les délaissent? Il y en a combien qui ne savent pas ce qu'ils font sur Internet? On dit aujourd'hui que c'est super cool de laisser les parents laisser partir les enfants n'importe où, n'importe quand, avoir le téléphone en 6e. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que le téléphone, le smartphone, c'est une arme par prédilection. Vous donnez une arme qui va susciter votre gamin. Dans combien d'affaires aujourd'hui, les gamins ils se suicident à cause de choses qui se sont passées sur leur téléphone? Vous leur donnez une arme. Quand on donne une arme à un enfant, il faut savoir où est le cran de sécurité. Moi, à l'adolescence, on m'avait mis un cadre avec des règles strictes quant aux réseaux sociaux. Interdiction de Facebook, je m'en crée un en cachette. Interdiction du téléphone la nuit, j'en récupère un autre. La prévention punitive laisse plutôt cours à une volonté de transgression plus forte. Sauf qu'une fois les problèmes arrivés, je n'ai pas du tout osé en parler à mes parents. Avouer que les photos envoyées à des inconnus sur Snap avaient tourné, c'était une preuve de culpabilité. Je leur avais désobéi. Je me suis donc retrouvée esseulée et humiliée. Parce que je sais que c'est difficile à imaginer ou à comprendre, mais c'est moi la victime de cyberviolence sexuelle. Moi et moi seule. Cette histoire, c'est la mienne, mais aussi celle de toutes les personnes mineures qui, hier, aujourd'hui et demain, interagissent innocemment avec des inconnus qui vont les manipuler, les violer ou même les tuer. Ne nous laissez pas en arriver là. Armez-nous, vos enfants, face aux dangers du numérique et de la vie physique. En cofondant l'association Stop Ficha, j'ai décidé que la pédocriminalité en ligne n'était pas une fatalité. En collaborant sociétalement, on peut la combattre.